Ce sont des images de l'avenir que nous a apporté cette semaine l'achèvement technique de la première centrale nucléaire française. EDF 1, sur le territoire de la petite commune d'Avoine, près de Chinon, a dévoilé le spectacle des centrales électriques de l'âge atomique. Dès l'été prochain, la sphère d'acier de 55 mètres de diamètre qui renfermera EDF 1 s'inscrira dans le paysage à côté des parallélépipèdes de béton de EDF 2. Les premiers kilowatts d'électricité d'origine nucléaire partiront vers le réseau de distribution. À Chinon, ce jour-là, l'atome commencera à prendre la relève des grands barrages et de leurs usines hydroélectriques. Aux États-Unis, les images de l'avenir, c'est au chimpanzé Enos qu'on les doit. Héros de la répétition générale du voyage de l'homme américain autour de la Terre, Enos a été confié dans une capsule Mercury à une fusée Atlas. Il devait effectuer 3 rotations avant d'être récupéré. Il n'en effectua que 2. D'ailleurs parfaitement réussi, pour la plus grande satisfaction du lieutenant-colonel Glenn à droite, désigné pour le premier vol humain, et son éventuel remplaçant Scott Carpenter. Enos a été récupéré en pleine Atlantique, d'où on l'expédia passer une sérieuse visite médicale. Enos s'y montra bien vivant, mais l'œil un peu triste. Il est vrai qu'on serait abattu à moins. Il ne faut pas trop se fier à cette courtoisie réciproque du japonais Koyisone et du hollandais Gessing. Dans un instant, ils vont totalement oublier toutes ces politesses. Et alors, ils vont parler le langage des judokas, un langage qui se traduit par toutes sortes de figures aux noms bizarres, mais comme nous ne connaissons pas le japonais, bornons-nous à regarder le combat. Tout ceci se termine par la victoire inattendue du Hollandais qui devient champion du monde avant d'affronter ses supporters beaucoup plus dangereux, semble-t-il, que le Japonais. 20 000 Stéphanois pour assister à la résurrection de Juste Fontaine, le numéro 8 du stade de Reims, maillot foncé à manches blanches. Ce numéro 8, c'est celui qu'il portait en Suède il y a 3 ans, alors qu'il était le meilleur shooter de la Coupe du Monde. Depuis, il s'est cassé 2 fois la jambe. À propos de cette jambe, un énorme point d'interrogation. La réponse, elle est simple, regardez vous-même. Excellente passe au partenaire démarqué et c'est miracle que Reims ne soit pas parvenu là à réussir un but. Cette action favorable aux Rémois ne doit pas faire illusion, c'est Saint-Étienne qui a dominé durant les 3 quarts de la partie, domination qui se traduit par un premier but. Et comme les Stéphanois ont continué de surclasser leurs adversaires, ils ont marqué un second but, résultat, Reims n'est plus en tête du championnat. Sans doute, les coupables ont expié leurs crimes. Sans doute, un jour de 1946, l'amiral Tojo et ses complices ont été condamnés à la mort des criminels. Mais il reste que rarement pareil attentat ne fut tenté et réussi. À l'aube du 7 décembre, voici 20 ans, sans déclaration de guerre, 361 avions s'envolèrent de porte-avions qui, sans être découverts, s'étaient approchés de la grande base navale américaine du Pacifique, Pearl Harbor. 15 minutes suffirent pour réduire à néant la plus belle escadre du monde. Ce fut sans doute le plus fulgurant désastre naval de tous les temps. 5 cuirassés détruits ou coulés, 3 ravagés par l'incendie, un grand nombre de croiseurs et de destroyers détruits, 3500 morts. Prix de l'impréparation et de l'insouciance. Se souvient-on de Pearl Harbor? L'évocation au Louvre de l'atelier de Georges Braque donne le prix que le monde attache à cet artiste.
Il est le premier peintre vivant à exposer au Louvre. Cette reconstitution situe mieux que toutes les études l'univers d'où le peintre a tiré sa magie personnelle. C'est ce qu'ont inauguré ensemble M. André Malraux et l'artiste lui-même, avec les quelques 60 toiles qui forment non pas une rétrospective, mais bien un regroupement où s'offre la continuité d'une inspiration transfiguratrice. Le Georges Braque du Louvre n'est en effet pas différent du Georges Braque que nous filmions dans sa retraite de Varangeville voici 15 ans, et qui poursuivait dans le silence cette opération de mise en forme poétique des objets quotidiens sous le signe d'un cubisme élargi aux limites du songe poétique. Quelle est dans l'art de notre temps la place de Georges Braque? Ces notes sourdes de lumière qui illuminent son œuvre, cette reconversion des choses habituelles et leur métamorphose poétique éclipsent bien des renommées tapageuses. Saluons l'entrée au Louvre d'un grand peintre contemporain. En inaugurant devant le premier char à banc à moteur l'exposition Le siècle de l'automobile, le ministre du Commerce et de l'Industrie avait avant toute chose à rendre hommage à l'audacieux chercheur qui imagina un moteur où le foyer serait logé dans un cylindre. L'inventeur, Étienne Lenoir, se flattait de supprimer ainsi la chaudière, organe encombrant et dangereux. Les résultats devinrent encourageants quand on s'avisa d'employer un combustible gazeux. Ainsi, en 1861, naquit le moteur à explosion. L'automobile suivit. Dès 1891, la construction en série s'était emparée de l'auto. Et les routes de campagne purent admirer les modèles super chics du double phaéton, châssis bois ferré, allumage par brûleur, frein sur les bandages des roues arrière et béquilles pour empêcher de dériver. On pouvait atteindre le 25 à l'heure. En 1895, l'utilisation du premier pneu donnait un nouvel essor à la voiture et Léon Bollet présentait un tricycle dont les 30 km/h faisaient trembler les cyclistes. En 1902, l'automobile prenait du galon avec la course Paris-Vienne, la première grande épreuve de vitesse que gagnait Marcel Renault. Avec les premiers Tours de France cyclistes, l'automobile avait pris ses lettres de noblesse. La caravane suiveuse, déjà, était automobile. Le confort gagnait des points, l'élégance s'en mêlait. Beautés à voilettes, charme en cache-poussière, et l'on eut les premiers embouteillages. 1904 marqua une grande date. Si Paris-Madrid s'arrêta à Bordeaux, on y était allé à 100 à l'heure. Ce furent les premiers martyrs. L'automobile entrait dans les mœurs. L'attelage à la Daumont faisait place sous le règne de M. Fallières aux 40 chevaux sous capot. Elle entrait aussi dans les mauvaises mœurs. La bande à Bonneau fut son initiatrice. Précurseur de tous les gangsters en voiture, Bonneau, dès 1911, fit de l'auto l'auxiliaire essentiel, si banal aujourd'hui, de toutes les agressions. La guerre de 14 devait donner à l'auto le lustre de la gloire guerrière. Les taxis de Paris sont peut-être les vrais vainqueurs de la bataille de la Marne. La paix ramena l'automobile à des compétitions pacifiques. Et avec ses voitures à chenilles, la croisière noire traversait le Sahara. Les premières voitures de course apparurent sur le circuit de la Sarthe, où devaient sortir un peu plus tard les 24 heures du Mans. « 1940 supprima à Paris la circulation automobile. Mais on vit naître cet œuf électrique qui semblait dire « Patience, automobile pas morte ». Et nous en sommes venus à cette merveille de mécanique que prévoyait peut-être Étienne Lenoir le précurseur. Mais avait-il prévu un succès si total? Ces milliers de voitures si parfaites qu'elles ne peuvent plus faire que du 4 à l'heure. Match de la réhabilitation pour l'équipe de France de football culotte blanche contre l'équipe d'Espagne à Colombes devant 50 000 spectateurs. En 90 minutes, cette équipe a retrouvé élan et dynamisme. Il ne lui manque qu'une chose, un peu de perçant. Le but que marque François Heut, numéro 10, après s'y être reprise à 3 fois, illustre assez bien l'à peu près qui marque la fin de la plupart des offensives françaises. L'Espagnol Gento, numéro 11, qui a tendance à confondre course à pied et football, crée ici, une fois n'est pas coutume, une situation dangereuse pour l'équipe de France.
De fait, les vedettes du Real Madrid, Di Stéfano en tête, numéro 9, n'ont convaincu personne et le but d'égalisation que marque l'Espagne est entaché d'un hors-jeu flagrant que n'a pas vu l'arbitre. Il est vrai que l'arbitre n'a pas vu grand-chose au cours de ce match. Les avants français ont tout de même donné une fois le grand frisson aux spectateurs des tribunes sur cette attaque. 50 000 spectateurs debout croient qu'elle va faire mouche. Eh bien non, match nul pour les deux équipes. À son retour à Elisabethville, Moïse Tshombe, président de la République katangaise, a pu entendre crépiter les mitrailleuses dans la capitale. En effet, c'est la guerre. Une guerre de rue qui oppose les troupes katangaises aux casques bleus de l'ONU passées à l'offensive. Guerre sainte jusqu'à l'éviction des troupes de l'ONU, a proclamé le gouvernement katangais. Guerre totale contre le Katanga, a affirmé le secrétaire de l'ONU. Et à Elisabethville, chaque jour, il y a des morts et des blessés. À Bruxelles, ces événements ont provoqué une manifestation de réprobation contre les Nations Unies. Arborant des slogans dénués d'aménité, les manifestants ont conspué l'organisation internationale. À Paris, les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne et des États-Unis, d'Allemagne et de France se sont retrouvés au Quai d'Orsay. Entretien à 4 qui avait ouvert une grande semaine diplomatique. Celle-ci devait en effet voir se réunir également dans la capitale française les 6 du marché commun et les 15 de l'OTAN. Devant le buste que Neuilly-sur-Seine a dédié à Jean Mermoz, un groupe est venu saluer cette grande figure de l'aviation qui disparut il y a exactement 25 ans au-dessus de l'Atlantique. Didier Dora Cavaillès était là, vieux compagnon de la grande aventure. Jean Mermoz était l'homme qui pour la première fois avait traversé l'Atlantique Sud. Son exploit, Paris, Dakar, Natal, Buenos Aires et retour à bord de l'Arc-en-Ciel, avait déchaîné l'enthousiasme. Et Paris lui avait fait, après sa double traversée, une sorte de triomphe. C'est que l'exploit avait une signification plus haute qu'un beau geste sportif. Il ouvrait à l'aviation un domaine jusqu'ici inviolé et inaugurait la ligne commerciale qui, de Toulouse, par Casa, Dakar, Natal et Buenos Aires, menait jusqu'à Santiago du Chili. Le 7 décembre 1936, à bord de la Croix du Sud, Jean Mermoz partait pour sa 24e traversée. Au large de Dakar, on perdit sa trace. L'océan n'a jamais rien rendu, mais Jean Mermoz était entré à la fois dans l'histoire et dans la légende. L'océan Pacifique, le relief africain, et pour finir la Terre tout entière, c'est ce qu'a vu au cours de ces 2 rotations autour de notre planète Enos le chimpanzé, ou plutôt la caméra automatique qui l'accompagnait. Le mouvement de rotation du globe est ici 50 fois plus rapide que dans la réalité. Un document qui sera sans doute vite dépassé, mais un document qui fixe une étape. Un document qu'en somme, dans 100 ans, on regardera avec une certaine condescendance peut-être, mais non sans doute sans attendrissement. Jean Delannoy a joué les Pères Noël avant la lettre, en remettant à René-Marie Pottet, au nom des auteurs de films, le prix Suzanne Bianchetti qui récompense les brillants débuts d'une jeune comédienne. Perrette Pradier, Etchika Chourou et quelques autres lauréates des années passées étaient venus saluer cette nouvelle venue dans le champ des étoiles. Le temps n'est plus où la coiffure s'improvisait dans un salon de quartier. Elle possède aujourd'hui ses usines, ses laboratoires, tels à Aulnay-sous-Bois, près de Paris, les plus grands laboratoires capillaires d'Europe. C'est là que journalistes et spécialistes de la beauté féminine sont venus assister à la première de modeling, nouvelle technique de la coiffure qu'Alexandre et Jacques Desange mettent aujourd'hui en pratique. On ignore sans doute que l'histoire de la coiffure moderne ne date que de 1882, avec l'apparition de l'ondulation. L'indéfrisable ne date que du début de ce siècle. Et l'on en était encore aujourd'hui à hésiter entre la permanente, durable, et la mise en pli sans permanente, mais éphémère. Désormais, les coiffures souples et naturelles dureront plus longtemps et chaque femme saura se recoiffer avec la plus grande facilité.
Modeling, une nouveauté qui prend dans le domaine de la mode une allure de révolution. La Membrol en Indre-et-Loire est aujourd'hui un nom d'espoir. À l'orée d'un bois de chêne a été créé le premier centre destiné non seulement à la désintoxication, mais aussi à la réadaptation des malades alcooliques. L'originalité de la cure de la Membrol est en effet d'associer le traitement psychologique, coloré de contact humain, au traitement physiologique classique à base de pilules d'espérale, provoquant le dégoût de l'alcool. À cet effet, le centre ne se présente pas comme un simple établissement hospitalier. Il met à profit, avec une salle de spectacle et une bibliothèque, un vaste atelier. En un mot, un cadre adapté à de multiples activités professionnelles ou récréatives, dont le but est d'assurer la réadaptation à la vie collective, voire la promotion sociale. Guéri et réadapté, le malade sera par la suite suivi pour la cure d'entretien par un dispensaire. D'ores et déjà, 150 cas traités sont là pour témoigner en faveur de cette méthode nouvelle. 150 alcooliques délivrés de leur esclavage. Se souvient-on de Landru, dont les exploits emplirent la presse voici 40 ans? C'est en 1919 que le petit journal, dans un discret entrefilet, annonça l'arrestation d'un certain Nandru pour d'obscures histoires de disparition. On l'avait arrêté un matin dans l'appartement de Montmartre où il habitait sous le nom de Guillet. Il devait aussi, plus tard, outre différents noms, porter celui de Barbe Bleue. Et la presse publia cette mauvaise photo qui devait rendre une barbe célèbre. Car l'affaire de jour en jour prenait une extension imprévue. On comptait jusqu'à 11 personnes que la fréquentation de Landru semblait avoir mystérieusement retiré de la circulation. De là à penser au crime, il n'y avait qu'un pas, il fut franchi allègrement. Procédé d'une simplicité enfantine, les petites annonces matrimoniales drainaient vers Landru le trouble sentimental des existences solitaires. L'affaire se nouait à la gare. Et, souci d'économie que comprendront les bons administrateurs, Landru prenait alors un aller-retour et un aller simple. On allait à la campagne, à Gambais, où Landru possédait une villa. Départ ému vers une cité banlieusarde, où, dans une atmosphère de chaude tendresse ou de brûlante passion, on ferait des rêves d'avenir. La villa de Gambais s'avérait bourgeoise et isolée. Pour un couple énamouré, la solitude est douce, bien chauffée au surplus. Et ces cheminées et cette solitude devaient faire bientôt marcher les langues. Car la police vint, bien entendu, rechercher à Gambais les disparus. Ces 11 victimes, Landru les aurait-il enterrées après les avoir trucidées? Les terrassiers déterrèrent devant un Landru impassible quelques ossements, trop peu au gré des enquêteurs. Et un soupçon prit corps. Landru brûlait-il dans sa petite cuisinière du modèle courant les restes sanglants de ses épouses successives? Les jetait-il au brochet? Le vrai est qu'on ne trouva rien, ou presque. Le 7 novembre 21, le procès s'ouvrait à Versailles. Pour l'édification d'un public insatiable, les journaux n'hésitèrent devant aucun détail. Tout le monde connut la topographie de la salle d'audience, les attitudes de l'accusé, les mouvements de l'accusation, les pièces à conviction, où la cuisinière et le carnet de dépenses tenaient la place d'honneur. On eut la pamoison en plein prétoire de celle qui n'avait pu faire le voyage de Gambais. On eut les piaffements de Moreau Giaferi, son cri, des hypothèses, oui, des preuves, non. Et le 30 novembre 21, le verdict et la condamnation. Landru n'avait pas avoué, il n'avouerait jamais. Et M. Deblair mit le point final à cette page de la petite histoire. Il faut croire que les footballeurs français sont sourds. Il ne semble pas qu'ils aient entendu la Marseillaise chantée à pleine gorge par les 20 000 supporters qui se sont rendus à Milan pour les encourager. Passe encore d'être sourds, mais ce qu'on ne leur pardonne pas, c'est d'être aveugles et maladroits. De cette maladresse, François Heuth, maillot foncé, nous en donne un premier exemple. Les avants de l'équipe de France face à une équipe de Bulgarie de modeste valeur, pourtant, jouent comme des juniors. Les Bulgares, eux, ont une occasion, ils ne la manquent pas. Ce but réveille un peu l'attaque française qui s'offre cependant un petit festival de maladresse. On occupe le terrain adverse mais sans trop savoir quoi faire. On a oublié la Marseillaise dans les tribunes et l'on commence à houspiller copieusement les joueurs français, ce qui ne les rend pas plus réalistes pour autant. Bien au contraire, Wisniewski va nous montrer comment on manque un but d'égalisation tout fait. Et voilà. On a envie de lui coller 100 lignes et de l'envoyer au piquet. L'équipe de France n'ira pas au Chili et au fond, après un tel match, il vaut mieux s'en féliciter.
Mitraillage, harcèlement au mortier, c'est depuis 12 jours le lot quotidien d'Élisabethville où les troupes katangaises s'opposent aux assauts des casques bleus. La liste des morts et des blessés s'allonge à chaque heure. L'hôpital Prince Léopold a-t-il ou n'a-t-il pas été bombardé par l'ONU? Monsieur Tshombe transigera-t-il? Et reverrons-nous un Congo unifié? À Londres, il est question de résistance, mais de résistance pacifique. 800 adversaires des essais nucléaires ont de nouveau opposé l'inertie la plus totale aux responsables de l'ordre et de la circulation. Pour en finir, on décida d'employer des méthodes radicales, et les policiers londoniens chargèrent les récalcitrants dans les cars, un par un. Voici le temps où nos belles amies se préparent aux joies du ski et à celles non moins excitantes de l'après-ski. Chez Lola Prussac, Yvette a choisi ce pull à grosse manche orné de chaînes d'argent martelées. Pour Marion, Veracruz, tunique brodée et pull résidor. Corinne a préféré ce poncho à franges agrémenté d'une cagoule. Marion, la chasuble coupe-vent sous la veste bordée de Mongolie. Yvette emportera cette chasuble tricotée semée de cristaux de neige. Chez Hyacinthe Novak, Isabelle a essayé mouflon, cette redingote réversible toute rose, doublée de fourrure rose, sur une combinaison de ski rose, d'une ligne sans faiblesse. La ligne est tout dans ses diverses interprétations de la combinaison de ski. En après-ski, guépard, ce juste au corps de résille à pompons qui unit à la grâce de l'hiver la grâce des ballerines. Avait-on jamais vu un après-ski du soir? Le voici, le lamé des belles soirées de montagne, comment n'irait-il pas avec le givre? Et de Novak toujours, cette étrange parure à cagoule, souris, souris d'hôtel ou chauve-souris, devant laquelle nul ne se sentira de glace. La montagne, madame, comme vous la rêvez. Policier ou espionnage? Espionnage ou policier? Ils n'en meurent pas tous, mais tous en sont frappés. Entrez. Naturellement, c'est un policier. Que tous ces hommes et de toutes les classes lisent ce genre de littérature explique son énorme production. 3 millions de volumes par mois. Mais à quoi doit-on la vogue d'un genre hier spécifiquement populaire et qui conquiert aujourd'hui ses lettres de noblesse? C'est sans doute que pour l'homme de notre temps, la vie a créé autant de nouvelles servitudes que de progrès. Les horaires, les réglementations, les tabous, l'atmosphère de termitière organisée où tout est prévu, concerté, défini, font de lui le prisonnier de sa ruche. Pas de place pour l'imprévu et l'aventure dans cette vie contrariée par des rythmes trop rapides. L'homme cerné ne trouve plus d'évasion. Il n'a plus l'âge de jouer aux Indiens, et dans les rues des villes, le ciel est bien plus haut qu'ailleurs. Alors, le roman, qui fait un trou bleu dans la vie, l'évasion à la suite d'un héros avec lequel on change de visage, mais un roman qui dresse dans un paysage dangereux les signes évidents de la violence et de la facilité. Une évasion à la profondeur des instincts méprisés par le terrible quotidien. Alors l'homme répond. Il abandonne sa vie quotidienne. Pour 2 heures, il devient ce héros prestigieux qui fait la loi et ne la subit plus. Il se libère de ses tracas, il s'évade, il refait sa vie. Et c'est pourquoi, espionnage ou policier, policier ou espionnage, ils lisent leurs 2 heures d'évasion. Cette nuit-là, pendant 1 heure ou 2, il y a dans les villes comme un silence. Il semble que tout soit arrêté, désert, vacant. À peine si un dernier enfant s'arrête solitaire devant les jouets d'une vitrine et peut-être un clochard. C'est un errant, mais un errant de grande ville, trop exigeant ou fou de liberté, un raté dit-on aussi, ou un flemmard. Tel quel, il fait partie du paysage nocturne. Et cette nuit-là, sans cafard, sans complexe,
Sans doute parce que c'est dans nos pays une sorte de besoin, le clochard a suivi des rues. Cher clochard de la grande nuit de l'année, ombre falote qui passe de vitrine en vitrine, de lumière en lumière, tu sais mieux que tout le monde ce qui flotte d'impalpable dans cette nuit où personne n'est seul. Car il y a dans Noël autre chose que des charcutailles et des boutanches. Cette espèce de minute unique où la vérité existe, où la bonté est à la portée de la main, où la vie, toute vie, trouve un sens, où la nuit peut se passer d'aurore. Et c'est ainsi de rue en rue, de vitrine en vitrine, de lumière en lumière, qu'il finira comme tout le monde, mais dans son univers singulier, avec sa tradition de minuit, son réveillon et ses lumières. Pendant que d'autres, à la suite du tout Paris et du tout Hollywood, ou presque, fêteront Noël au Lido avec la nouvelle revue Pour vous. On n'arrive pas à croire qu'un être humain ait pu délibérément allumer l'incendie du cirque ambulant de Niterrois, la ville jumelle de Rio, vouant aux flammes 2500 spectateurs. On reste sans voix devant le bilan de cette catastrophe sans précédent qui en quelques minutes a accumulé 360 cadavres, pour la plupart des corps d'enfants. Sans discontinuer, des volontaires ont apporté leur sang aux hôpitaux. On a multiplié les transfusions, mais des 600 blessés atrocement brûlés, combien pourront être sauvés ? Au milieu du terrain vague de San Gonzalo, il ne reste maintenant que des débris carbonisés. Le grand mât qui s'est abattu sur la foule, le tunnel de la ménagerie, et parmi tout cela les fauves dont la fuite éperdue avait accru l'ampleur de la tragédie. Les éléphants qui, en déchirant la toile du cirque, avaient au contraire sauvé des centaines de malheureux, et la girafe qui tenait la piste au moment du drame, la plus horrible des tragédies. À Paris, en dépit de l'interdiction de toute manifestation sur la voie publique, édictée par le gouvernement, certains syndicats et groupements de gauche avaient maintenu leur mot d'ordre de manifestation anti-OAS. Le défilé de la Bastille à l'hôtel de ville, 15 000 participants, dit la préfecture de police, 60 000, disent les organisateurs, eut donc lieu comme prévu, mais il fut marqué par de violentes bagarres. Bilan de la manifestation,
plus de 100 blessés. « 1961 aura été l'année du cosmos. Le tour de la Terre de Gagarine d'abord, l'exploit de Titov ensuite, qui resta 25 heures dans les espaces stellaires, ont donné à l'URSS la gloire d'avoir la première envoyé un homme dans le ciel. Pour la première fois, des yeux humains ont pu voir à travers le hublot de la capsule la Terre rouler dans l'infini. Pour la première fois, des êtres humains se sont vus détachés de la pesanteur originelle, accomplir ce voyage vertigineux dont l'idée depuis des siècles trouble les rêves de l'humanité. Et après les deux soviétiques, deux Américains, Alan Shepard et Virgil Grissom, ont fait à leur tour le grand bond dans l'espace. 1961, l'année du cosmos. Mais revenons sur Terre. Aux États-Unis, John Kennedy, démocrate et catholique, a succédé à Eisenhower, républicain et protestant. Au Brésil, Quadros a succédé à Kubitschek à la présidence. Il a depuis abandonné son fauteuil. Au Maroc, le roi Mohamed V a succombé à la suite d'une opération et son fils aîné, sous le nom de Hassan II, a ceint la couronne. En Angleterre, la princesse Margaret a eu un fils, 5e dans l'ordre de succession au trône. Par contre, l'Angleterre a perdu un dominion, l'Afrique du Sud. Son leader, le docteur Verwoerd, a annoncé le retrait de son pays à la réunion du Commonwealth. Fidel Castro à Cuba a résisté victorieusement à l'assaut des anticastristes, portant un coup sérieux à la propagande américaine. Au Congo, Lumumba, prisonnier de ses adversaires, a trouvé la mort dans des conditions mal éclaircies, ce qui a provoqué de par le monde et même à l'ONU une agitation tout à fait inaccoutumée dans ce temple généralement voué à des discussions plus académiques. L'action de l'ONU au Congo même, d'ailleurs, n'a pas semblé particulièrement pacificatrice. Les casques bleus se sont heurtés à une résistance qui a très vite dégénéré en authentique combat. Dans cette opération congolaise, qui dure toujours, M. Dag Hammarskjöld, secrétaire général des Nations Unies, a trouvé la mort à bord de son avion qui s'est écrasé dans la brousse. Un autre foyer d'incendie s'est allumé, l'Angola, où les Portugais ont réduit la révolte qui, partie justement du Congo, tentait de s'étaler sur le pays. Enfin, Berlin. Sur la ligne de démarcation, l'Est et l'Ouest s'affrontent depuis que le gouvernement de Pankow a fait élever ce que les Berlinois de l'Ouest nomment le mur de la honte. Eichmann, l'assassin de millions de Juifs récupérés par Israël, est passé en jugement. Mais la sentence de mort qui a été prononcée est-elle bien une peine pour un tel crime? En France, le référendum sur le sort de l'Algérie a approuvé les initiatives du général de Gaulle par une très forte majorité. Mais le 22 avril suivant, un putsch éclata à Alger. Paris s'est préparé à résister à une action de force et les rues nocturnes ont pris un petit air d'état de siège. À ce moment, à Alger, au cri d'Algérie française, la foule acclamait les 4 généraux qui avaient pris la tête du mouvement de rébellion contre le gouvernement. Mais la fermeté du général de Gaulle devait en quelques jours réprimer le soulèvement et rendre le calme au pays. Ce retour au calme n'est pas allé sans incident. Et sur la route de Colombey, les 2 églises, un attentat faillit bien coûter la vie au président de la République qui y échappa par une sorte de miracle. Le problème de l'Algérie avait fait quelques pas en avant. Si la conférence de Lugrin, après celle d'Évian, avec Jox du côté français et Belkacem Krim du côté FLN n'avait pas apporté de conclusion, on peut croire qu'elles ont préparé une solution. Du côté de Bizerte, un coup de tonnerre. La base française de Bizerte s'était trouvée soudain par la seule volonté de M. Bourguiba comme assiégée. Il fallut de vrais combats pour dégager les accès et rendre à la base sa liberté. Drame stupide, déclenché sans raison, qui avait fait 700 morts. Chez les paysans, un grand mécontentement trop longtemps alimenté par les mauvaises conditions du marché éclatait en violence. La Bretagne, forcée de jeter ses choux-fleurs et ses artichauts, faute de les vendre à des prix rentables, manifestait sa mauvaise humeur. Ces barrages de tracteurs sur les routes faisaient école. Ils devaient, dans les semaines suivantes, se multiplier dans diverses régions. Par contre, les fêtes de l'indépendance célébrées à Dakar marquaient, entre 13 autres manifestations semblables, le succès de la générosité française. Paris recevait de nombreux hôtes, souverains ou chefs d'État. Il avait acclamé le roi des Belges et la reine Fabiola. Et la visite du Shah d'Iran et de l'impératrice Farah, naguère étudiante au quartier latin, faisait frémir toutes les curiosités et battre tous les cœurs.
Du côté sportif, les succès répétés de Guy Périllat dans les grandes épreuves de ski international ramenaient en France des lauriers enviés. Dans un autre domaine, l'apparition du twist avait fait l'effet d'un raz-de-marée. Et depuis un certain dimanche, les bancs du Palais des Sports en savent quelque chose. Le goût de l'art pictural a fait un bond en avant presque aussi important. Des montes en l'air de bon goût ont, avec quelques autres collections, dévalisé le musée d'Aix et laissé vide les Siemens. Dans le même temps, à New York, un Rembrandt a battu tous les records de prix jamais atteints pour un tableau. 1,150 milliard d'anciens francs. Enfin, diverses inventions sont venues cette année agrémenter la vie courante. Du changement instantané de caractère dans les machines à écrire, aux batteurs de tapis automatiques et aux soldats volants à moteur individuel, que de progrès qui vont faire de notre temps un paradis terrestre. Il y a quand même plus sérieux. La France et l'Angleterre pensent à construire un pont sur la Manche qui, à 70 mètres au-dessus de la mer, donnera passage aux chemins de fer et aux autoroutes. L'UNESCO a adopté pour sauver les temples d'Abou Simbel menacés de mort par le barrage d'Assouan l'idée de surélever d'un seul bloc le temple tout entier au futur niveau des eaux. À Orly, la nouvelle aérogare la plus moderne, sinon la plus importante du monde, est entrée en service. Palais d'acier, d'aluminium et de verre, ses dimensions et ses installations laissent loin derrière elles tout ce qui existait jusqu'ici en Europe. Enfin, le paquebot France, le plus rapide et le plus luxueux paquebot du monde, a pris la mer. Et peut-on dire, c'est le chef-d'œuvre de l'année.